Henri Rohan Rosenblatt est journaliste, il a longtemps travaillé à la RTBF, il est également réalisateur, expert en cinéma et écrivain. Bonjour Henri Rohan Rosenblatt. Bonjour. Alors, je viens de le dire, vous êtes aussi écrivain, mais c'est plutôt récemment que vous vous êtes lancé dans l'écriture de romans. Mais en fait, oui, mon premier roman, La vie cachée de Tintin, a paru en 2005, et donc le second, ou le deuxième, le cinéma de Saül Birnbaum, est tout récent. Alors la question est vraiment de savoir, est-ce qu'après 2 romans, on peut se prétendre écrivain? Bon. On essaiera peut-être d'y répondre. Oui, pas sûr qu'on trouve la réponse, mais on va tenter. On pourrait dire qu'au fond, après un roman, on devient romancier. Alors, vous l'avez cité, le cinéma de Saül Birnbaum, qui est donc votre deuxième livre, présente un personnage, le personnage principal, qui est très inspiré de votre propre vie. Est-ce que vous avez été tenté par l'autobiographie ? Non, bien au contraire. Je dirais que c'est l'autobiographie précisément qui me rebutait. Je veux dire que, à part quand on est Winston Churchill ou Franklin Roosevelt et qu'on peut dévoiler des grandes stratégies mondiales, je trouve ça absolument vain et sans intérêt. Oui, j'aurais pu raconter, je me suis enivré avec Orson Welles. Oui, j'ai vu Sol à Sol Salvador Allende sur une scène de théâtre en Provence. Sol à Sol n'est pas vrai, avec mon ami Gérard Vallet. J'ai abandonné une bouteille de whisky dans un bar à Hiroshima après une journée déprimante, etc. Alors vraiment, ça... je trouve ça très, très casse-pied. Donc l'autobiographie ne m'a jamais tenté. Mais forcément, je ne sais pas, mais à force pendant des années d'écrire et d'écrire, parce que j'ai écrit dans la presse écrite, comme vous savez, en radio, quoi qu'on parle, on écrit, en télévision, quoi qu'on parle, on écrit aussi. Donc j'ai forcément, avec les années, accumulé je dirais des milliers de pages. Et sans doute devais-je souffrir d'une fiction rentrée. Donc à plusieurs reprises dans ma vie, d'ailleurs, j'avais amorcé des histoires et puis je n'étais jamais arrivé au bout. Alors je dois dire une chose, pour moi, ce qui a été une grande découverte, et c'est ce que je recommande aux gens qui veulent devenir écrivains, disons que c'est le traitement de texte. Ah. Ça libère extraordinairement. Vous savez, tant que j'écrivais avec la Remington ou à la main impossible parce que je n'arrivais pas à me relire, et avec la Remington, vous buffez, vous barrez, vous n'y retrouvez plus, donc vous en arrivez à réfléchir et puis à dire non, ça je ne mets pas, non, ça j'écris pas. Et finalement, vous n'écrivez rien du tout. Donc votre vocation de romancier a suivi les évolutions technologiques. La technologie, voilà, si on veut dire, effectivement. Et ça libère, effectivement, parce que ça vous permet de lancer des phrases dont vous n'êtes pas nécessairement satisfait, que peut-être vous n'utiliserez jamais, mais que par ailleurs, à un moment donné, vous retrouverez peut-être dans la mémoire de votre traitement de texte. Et en même temps, en ce qui me concerne, vu mon écriture brouillonne, ça me permet aussi de relire les quelques notes que j'avais faites. Mais bien sûr, au-delà de ça, il y avait aussi... encore une fois, l'envie d'échapper à ce cadre heureusement contraignant que vous connaissez comme journaliste, et de pouvoir me laisser aller à quelques fantaisies, quelques imaginations. Donc là, c'est ça qui pousse, ou qui en tout cas qui m'a poussé à la fiction. Et probablement en raison de ma formation, de mon passé de journaliste, à la limite, je ne suis capable de construire une fiction qu'à partir de faits que j'ai connus, de gens que j'ai rencontrés, même si je m'éloigne d'eux, à partir d'événements que j'ai vécus, ou aussi de milieux que je connais. Ça a été le cas pour le premier roman, c'est le cas pour le deuxième également. Alors on va en profiter pour remonter quelques années en arrière, puisqu'il se fait effectivement que le personnage principal de ce roman a beaucoup de points communs avec vous, en tout cas dans l'enfance. Et on va remonter alors quelques années en arrière, et aussi on va retourner en Autriche, où vous êtes né à Vienne, mais où vous n'allez finalement pas rester très longtemps. J'y suis resté à peu près jusqu'à l'âge de 7 ans. Je suis né en 1932, et en 1938 a survenu l'Anschluss. Mon papa a été rapidement arrêté, déporté.
À l'époque, Eichmann n'avait pas encore inventé la solution finale, mais il y avait déjà des camps de concentration. Mon papa s'est retrouvé à Dachau d'abord, à Buchenwald ensuite. Et ma maman a multiplié les démarches pour tenter d'obtenir un visa de l'étranger pour lui permettre de sortir du camp. À l'époque, les détenus juifs, en tout cas, pouvaient encore être libérés à condition de quitter le pays, donc d'être en possession d'un visa, de payer une rançon, du moins que la famille paye une rançon, et bien sûr de quitter immédiatement en abandonnant tous leurs biens. Et donc ma maman a eu la chance d'obtenir ça de la part du consulat anglais à Vienne, où il y avait à l'époque des queues interminables de gens cherchant à quitter le pays. Mais ces visas étaient accordés au compte-gouttes, donc ils en ont accordé uniquement pour mon papa, dont à leurs yeux le sort était le plus menacé. Et donc ma maman, pour me mettre à l'abri à l'époque, m'a mis, si je peux dire, dans un train, puisque la Croix-Rouge ou d'autres organisations organisaient ce qu'ils appelaient des Kindertransport, des convois d'enfants juifs qu'on envoyait vers la Grande-Bretagne, les Pays-Bas ou la Belgique. Ça a été vers la Belgique et vers Bruxelles, en l'occurrence. Heureusement abouti. Alors là, vous allez être pris en charge par une famille d'accueil, une famille juive, et puis qui elle-même va devoir à un moment donné vous trouver un autre abri. Effectivement, en 1942, quand a lieu la première grande rafle systématique, nous habitions à ce moment-là, comme beaucoup d'autres familles juives à Anderlecht, où le quartier a d'ailleurs été vidé en une nuit, ce qui me révolte toujours quand les gens peuvent dire « Ah, nous, on ne savait pas, on n'a rien vu ». Difficile de voir que des quartiers entiers de Bruxelles ont été complètement vidés de leurs habitants. Donc, à ce moment-là, une ex-voisine, je peux dire son nom, je dois dire son nom, Marthe Van Doren, qui avait ouvert un magasin de blanchisserie-teinturie à Saint-Josse-Tenaude. Je peux même dire la rue Saxe-Cobourg à Saint-Josse-Tenaude, au numéro 8, où il y a toujours une blanchisserie au demeurant. Et cette femme non engagée politiquement, je dirais inculte, vraiment une brave femme du peuple, comme on dit, elle était mue par une seule chose, la révolte de ce qu'on puisse persécuter des enfants. Donc je pense qu'elle n'a jamais été même consciente du risque qu'elle prenait en m'abritant. Pour elle, ça allait de soi, c'était son devoir, c'était comme ça. Vous avez gardé des liens, au fond, plus tard avec elle? Pendant quelques années, effectivement, je l'ai régulièrement revue, et puis la pauvre est morte. Elle était seule, d'ailleurs, déjà à l'époque où elle m'a accueilli. Et voilà, pour autant que je sache, elle n'avait pas de famille. Et donc, voilà quelqu'un qui n'a pas été consacré, sans doute comme juste, mais qui est vraiment, pour moi, la plus grande des justes que j'ai rencontrées. Alors, après la guerre, vous retournez dans la famille qui vous avait accueilli à Bruxelles. Oui, effectivement. Et c'est avec eux, finalement, que vous allez vivre, et non pas avec votre mère ou avec votre père. Donc la guerre a bouleversé ma famille, bien sûr, comme dans toutes les familles juives, beaucoup d'entre eux ont disparu dans les camps. Fort heureusement, mes parents, eux, ont survécu, mais n'ont plus jamais vécu ensemble, et en ce qui concerne non plus, après m'être en quelque sorte adapté très fort à cette famille qui m'avait accueilli et bien intégré dans ce pays. Je dis parfois que je suis un des rares vrais Belges que je connaisse, puisque je ne suis ni flamand ni wallon, mais né ou rené en Belgique. Et donc, voilà, mes parents, pour une raison ou l'autre, ça a dû être très dur pour eux, particulièrement pour ma mère, ont respecté ça. Donc, ce qui n'empêche que je les ai revus régulièrement par la suite, plus particulièrement ma maman. Alors on se dit en entendant ça que la question de l'identité doit être une question très, très importante chez vous. On pense du coup à votre nom, Henri Rohan Rosenblatt. C'est quoi l'origine de ce double nom de famille? En fait, bon, moi je suis né Hans Rosenblatt, de parents juifs polonais. Et lorsque j'étais donc caché chez Mark Van Doren,
elle s'est procurée, on lui a procuré, je ne connais pas les circonstances exactes, on lui a procuré une carte de ravitaillement au nom de Rohan. Est-ce que c'était un nom inventé? Est-ce que c'est le nom de quelqu'un qui était mort? Là, je n'ai jamais su. C'était votre nom à ce moment-là. Et donc, je suis devenu, pour la cause, Rohan. Et lorsque, des années plus tard, j'ai fait mes premiers pas à ce qui était encore l'INR, vous voyez le nom pompier, Institut National de Radiodiffusion. L'ancêtre de la RTBF. Les speakers avec une voix grave de l'Institut National de Radiodiffusion. Et donc, lorsque j'ai fait mes premiers pas là, j'étais encore autrichien. Je n'avais pas encore acquis la nationalité belge. Et l'INR était, comme l'a été pendant longtemps la RTB, un parastatal, comme on disait à l'époque. Et par conséquent, tout le personnel était censé être belge. Donc, de manière à ne pas attirer trop l'attention sur le fait que moi, j'étais pas belge, on m'a suggéré de prendre un pseudonyme. Et inévitablement, c'est mon nom de guerre qui est devenu mon nom de plume. Donc, et du coup, qui est devenu. Donc voilà, votre nom est donc devenu. Finalement, si vous voulez, c'est peut-être une réconciliation je ne dirais pas de deux vies différentes, mais enfin peut-être de deux aspects de ma personne, quoi. Donc c'était important à un moment donné d'assumer les deux, et c'était d'autant plus important que certains ont eu, j'ai rencontré ça, des gens ont cru que j'avais pris le pseudonyme Rohan pour faire oublier que j'étais d'origine juive. Et ça, alors que je ne suis pas un juif pratiquant, alors que je ne suis pas même ni sioniste, ni même particulièrement favorable à l'État d'Israël, qui a le droit à l'existence, ça, on ne discute pas. Mais j'ai d'autres sympathies à ce plan-là. Mais je veux dire que après ce que moi, comme ma famille, comme beaucoup d'autres ont vécu, je trouve ça impossible de renier cette origine-là, dont par ailleurs, je dirais, pour toutes sortes de raisons, et notamment des raisons intellectuelles, il n'y a ni à se vanter, ni à être d'une manière ou de l'autre honteux. Alors, vous en avez dit un mot, hein, vous avez donc travaillé à ce qui était à l'époque l'INR, on va y venir. Comment vous est venue la passion du journalisme? Parce qu'on peut véritablement parler de passion aussi, oui, hein, dans votre cas. Absolument. Ben, écoutez, elle est venue quand j'étais enfant caché, parce que donc dans cette époque-là, enfin, je peux expliquer, comme souvent on peut expliquer des choses uniquement après coup, bien sûr. Alors je pense que j'étais tellement à l'affût d'informations, qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui allait nous arriver. Donc chez Marthe, nous écoutions le soir Radio Londres brouillée par les Allemands. On écoutait aussi dans la journée Radio Bruxelles embauchée, comme disait Marthe. Et donc j'étais vraiment à l'affût des nouvelles. Et quand la libération est venue en 1944, je me souviens qu'en 1945, dans le journal de Spirou, je lisais encore des récits de correspondants de guerre, puisque la guerre n'était pas terminée, elle se poursuivait en Allemagne et dans le Pacifique. Et j'avais écrit à l'époque au responsable du courrier, le Furteur, je l'avais écrit « Je voudrais être correspondant de guerre ». Il m'avait répondu « le journalisme c'est un beau métier, mon petit, mais il faut étudier, il faut etc. etc. » Et donc finalement, fort heureusement pour moi, sans doute, je n'ai jamais été correspondant de guerre, mais je suis quand même devenu journaliste. Alors, pas correspondant de guerre, effectivement, mais vous avez travaillé, alors vous, dans le cinéma. Vous êtes spécialisé dans le cinéma. Et c'est finalement à ce titre-là que vous allez commencer votre carrière à l'INR, après avoir connu d'autres rédactions qui vous ont offert de belles formations. Vous poussez donc la porte de l'INR qui se trouve à l'époque place Flagey. Oui. Et le fait que la RTB donc à l'époque se trouve comme ça en plein milieu de la ville, place Flagey, est-ce que ça impliquait aussi une manière de travailler différente de ce que ça a pu être par la suite? Une convivialité, une proximité que je crois inévitablement on perd dans toute entreprise qui grandit, et dès lors à la fois la chaîne de commandement s'allonge, le contact avec l'environnement. Dans le cas de l'INR,
l'essentiel des services, enfin en tout cas. Donc c'est le début des années 60 à l'époque. Oui, c'est 1959, j'ai démarré en 1959, et l'essentiel des services liés à l'information, c'est-à-dire la rédaction du journal, le service culturel, parce qu'il y avait encore un service culturel important à l'époque, le bureau du directeur des programmes, le bureau du directeur général, qui n'était pas donc administrateur général, et ce mot a son sens d'ailleurs, était au même étage, autrement dit. On se croisait dans les couloirs, ça veut dire qu'il était possible, sans demander des audiences avec une attente interminable, de les aborder, de lancer une idée, d'avoir une discussion directe avec eux, de faire une proposition. Idem entre collègues, entre journalistes, donc bon, on s'interpellait. Il y avait une émulation. Forcément, parce qu'on est toute une génération de gens qui, à la faveur de l'Expo 58, ont renouvelé le personnel de l'INR, puisque à peu près à la même époque sont entrés dans la maison David Lachterman, René Thierry, Henri-François Vanal, Robert Stéphane, Philippe Dassois, Gérard Vallée. Donc c'est cette génération-là. Donc il y avait entre nous en même temps des rivalités, parfois des rivalités amoureuses aussi. Et puis la place Flagey même, vous voyez, la proximité des gens, la proximité de la ville et la proximité des bistrots et des restaurants. Ce qui signifiait que quand on avait terminé une émission, ou avant de la faire, on traversait, souvent avec l'invité, ce qui permettait d'une part d'avoir un contact personnel direct, mais ce qui souvent suggérait l'idée d'autres émissions. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance de consacrer plusieurs émissions sous des formes différentes à François Truffaut, et qui naisait un peu du fait qu'après avoir terminé une émission, on allait bavarder ou manger un bout ensemble. Il disait, ah, tu sais, je prépare un livre, etc. On pourrait peut-être faire ceci et ça. Et bon, alors moi, je ne dis pas qu'ailleurs c'est pas bien, mais je pense, et c'est pour ça que j'ai envie, je dirais, des petites maisons, et petites c'est uniquement dans des dimensions comme la vôtre, parce qu'effectivement, il y a une ambiance, il y a un contact et un objectif, ce qui souvent se perd dans des grandes entreprises, que ce soit d'ailleurs dans l'information ou dans tout autre domaine. Hein. Alors vous avez parlé de François Truffaut, que vous emmeniez manger après l'avoir sans doute reçu dans une de vos émissions. Il a même, comme à l'époque, j'habitais à 2 pas de la place Flagey, rue de la Vallée, et que on avait une émission à midi, une autre le soir. Il venait faire la sieste chez moi après le repas. Oui, c'est justement sur cette proximité que vous pouviez avoir à l'époque avec des célébrités. Bon, là, on parlait de François Truffaut, on pourrait parler certainement de stars de cinéma de l'époque, des actrices, des acteurs que vous avez pu rencontrer dans d'autres cadres aussi que celui de la RTBF. Néanmoins, est-ce qu'à l'époque, ces personnalités étaient plus accessibles qu'aujourd'hui, où on sait que la plupart sont extrêmement encadrés, les interviews sont très serrées, des rendez-vous comme ça qui se suivent, qui s'enchaînent. C'était différent à l'époque. Oui, c'était différent. D'abord, en effet, parce qu'il n'y avait pas autant de médias, donc il n'y avait pas autant d'interviews à distiller, il n'y avait pas autant de chaînes de télévision, autant de chaînes de radio. Ça, c'était une première chose. Et peut-être que le métier d'attaché de presse n'était pas encore autant professionnalisé. Hein. Donc, je veux dire qu'il y avait moyen très souvent d'avoir un accès direct en ayant un contact avec la personne elle-même, qui en général, et ça c'était le cas dans le passé, c'est le cas aujourd'hui, est généralement beaucoup plus accessible que l'est l'entourage et que l'est l'attaché de presse, à qui on ne peut pas reprocher le fait qu'en même temps elle protège et elle est où il est payé pour ça. Bien sûr. Alors, revenons donc à ses débuts et à cette carrière de journaliste à la RTB, où vous allez très vite donc être, comme on l'a dit, spécialisé dans le cinéma. Vous allez lancer cette émission qui s'appelle Radio Ciné avec votre complice Gérard Vallée, avec qui vous allez d'ailleurs faire bien d'autres choses après. Oui. Quels sont les souvenirs marquants qui vous restent de cette émission qui a duré
je pense, très longtemps et qui a laissé d'ailleurs pas mal de souvenirs aux auditeurs de l'époque qui se souviennent certainement de votre voix. Oui, je pense, je rencontre encore aujourd'hui des gens pour qui ça a été la première initiation au cinéma, dans le sens qu'ils étaient collégiens, ils étaient internes, etc. Et ils avaient peu la possibilité d'aller au cinéma. Et Gérard et moi, on avait construit une émission en forme de séance de cinéma. Donc il y avait ce qu'on appelait les actualités, bien sûr c'était l'actualité cinématographique, et il y avait au fond tout ce que comprend le programme de cinéma, et donc un film raconté. Et évidemment il y avait un handicap, c'est qu'on ne pouvait passer que des films doublés, en ce qui concerne les films américains, mais en même temps je crois que ça avait d'autant plus d'impact que Gérard était un grand virtuose de la technique, vraiment un grand virtuose qui nous a appris beaucoup de choses à tous, ce qui a formé, je dirais, beaucoup de gens à la RTB. Et donc, il arrivait à glisser des effets sonores, à trouver des équivalences à, disons par exemple, un fondu enchaîné. Il a créé comme ça des choses. Donc ça, c'est effectivement, c'était marquant. Oui. Alors cette connaissance du cinéma, cette expertise du cinéma, vous allez ensuite la mettre au service j'allais dire au service du cinéma lui-même, mais plutôt au service du cinéma, mais d'une autre manière, non pas comme journaliste qui propose une porte d'entrée sur des films et une analyse sur des films, mais en développant, alors après avoir quitté la RTBF, un système d'aide au cinéma, que vous allez développer dans ce qui a été à l'époque le dernier ministère de la Culture, en fait. En effet, il fait que j'ai donc été engagé comme chargé de mission par Jean-Maurice Dehousse, qui, comme vous l'avez dit, a été le dernier ministre de la Culture en date et dont l'essentiel de la mission a été de mettre en place les structures de la communauté. Et là, au sein de ce cabinet, j'ai fait la connaissance d'un jeune et brillant fonctionnaire, Henri Ingberg. Henri Ingberg, je pense que si j'évoque ce nom, dans les milieux culturels en Belgique, tout le monde a un frisson. Qui est devenu ensuite secrétaire général de la communauté française. Progressivement. Et qui est devenu un peu le monsieur cinéma de la communauté française. Oui, entre autres, évidemment. Et si le cinéma belge a connu un développement intéressant qu'on connaît maintenant, il le doit pour beaucoup à Henri, d'une part, parce que sous l'ombrelle de Dehousse, on a pu mettre en place certaines structures, certains systèmes d'aide, l'aide à l'écriture, l'aide au développement, l'aide à la distribution, qui n'existaient pas à l'époque, mais aussi parce que, d'une part, Henri avait la vraie passion de la culture, et que, d'autre part, en tant que haut fonctionnaire, il a assuré la continuité, quels que fussent les ministres successifs et quelles que fussent leurs couleurs. Alors, comme expert justement du cinéma, comment vous expliquez l'engouement que le cinéma belge connaît depuis quelques années, notamment sur le plan international ? Écoutez, parce que vous avez connu l'avant et l'après. Oui. Écoutez, l'avant, il y a eu comme ça quelques éclairs. Il y a eu Henri Storck, dont on ne peut pas dire avec certitude, dans le cas de Borinage, quel fut exactement son rôle aux côtés de Joris Ivens, le grand documentariste néerlandais. Et puis, bon, il y a eu des tentatives intéressantes, mais toujours un peu ésotériques, jusqu'au premier film d'André Delvaux, qui était déjà professeur de cinéma à l'Assas, L'homme au crâne rasé. Et pour être honnête, moi, comme tous mes collègues de la critique à l'époque, on est passé à côté de L'homme au crâne rasé. On n'a pas très bien saisi l'originalité de ce film. Il y a eu un boomerang qui est venu de Paris. L'homme au crâne rasé a été mis en exergue par un critique flamboyant de l'époque, comme nouvel observateur, Michel Cournot, qui a consacré 2 pages retentissantes en disant qu'il y a un grand cinéaste qui était né, le comparant au plus grand. Et ça a été un des moteurs de ce développement, avec les écoles qui ont joué, les écoles de cinéma insatiadées, qui vraiment ont un prestige international, avec la proximité des institutions européennes qui fait que les Belges sont le mieux débrouillés pour tirer profit
de certains soutiens qui existaient et qui existent toujours à l'échelle de l'Europe, et d'autant plus doué pour ça que travaillant dans un petit pays, il n'y a pas d'autre issue que de chercher des partenariats à l'étranger. Donc cet ensemble de choses, je dirais, plus la rencontre de deux cultures, parce que le cinéma belge doit beaucoup à sa double origine, wallonne et flamande, plus la tradition picturale de ce pays, et Dieu sait quoi encore. Et puis bon, alors vraiment la grande révélation internationale après l'éclair d'Elvaux a été Toto le héros à Cannes, qui était quand même un renouvellement par Jaco van Dongmal de l'écriture du cinéma. Et puis un coup d'éclat, un scandale sur la Croisette, c'est arrivé près de chez vous. Alors est-ce que, puisque vous avez de nouveaux projets d'écriture, on terminera là-dessus, est-ce que vous n'avez jamais eu envie d'écrire sur le cinéma? Envie de? Envie d'écrire sur le cinéma. Sur le cinéma, bon, non, dans la mesure où j'ai écrit beaucoup sur le cinéma effectivement, comme critique, j'ai fait beaucoup de commentaires, j'ai fait énormément d'interviews, et je n'ai jamais eu la tentation, si vous voulez, de faire une anthologie de mes œuvres et de mes critiques. Donc, ce roman, le cinéma de Saül Birnbaum, m'a permis d'écrire sur le cinéma, mais en l'exprimant à travers la passion qu'éprouve un enfant, plus tard devenu adulte, pour le cinéma. Et vous avez là un projet de nouveau roman? Oui, j'ai un projet qui est en cours. Fort heureusement, je ne vais pas m'en plaindre, le lancement du cinéma de Saül Birnbaum m'occupe actuellement de façon telle que je n'avance guère dans ce projet, mais je sais à peu près vers quoi je veux aller. Est-ce que j'irai? Ça, c'est autre chose. Merci Henri Rohan Rosenblatt. Merci.